Didier Decamps, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la librairie Dialogue. Alors vous venez aujourd'hui nous présenter La Pendue de Londres, un roman paru aux éditions Grasset en mai dernier, un roman magistral qui part d'une histoire vraie, celle de Ruth Ellis, la dernière femme condamnée à mort au Royaume-Uni, et celle de son bourreau, Albert Pierrepoint, qui était exécuteur en chef du Royaume-Uni. Alors, avant tout, qu'est-ce qui vous a conduit à écrire ce roman à partir de cette histoire vraie, de cette femme qui a été condamnée donc en 1955 ? Oh mon Dieu, c'est un vieux fantasme. Enfin, un vieux fantasme. J'ai découvert cette histoire, j'avais 10 ans. Je portais des culottes courtes encore. Donc en 55. Et je lisais j'adorais lire François, où il y avait une page qui était réservée aux faits divers. Parce que je trouvais que c'était plus excitant que Jules Verne, Tintin et Mickey, etc. Et j'ai découvert il y avait dans ce journal une page qui avait été consacrée à Ruth Ellis, donc c'est le nom de cette jeune femme qui a été pendue en Angleterre, qui racontait, 8 jours avant son exécution, ce qu'elle allait avoir comme dernier petit déjeuner, ce qu'on allait dire comme prière, comment elle allait être habillée, etc. Et ça m'avait... il y avait une photo d'elle, et ça m'avait, je ne sais pas comment vous dire, pas seulement bouleversé, je n'avais pas compris comment des gens allaient tuer une femme jeune, en bonne santé. Tout le monde savait qu'elle allait mourir à telle heure, tel jour, à 9h du matin, et personne ne faisait rien pour empêcher ça. C'était je pense, mon premier contact avec la peine de mort. Et donc cette histoire m'a poursuivi, et je me disais, quand je suis devenu écrivain, il faudrait que j'en fasse quelque chose. Mais on ne peut pas, dans un roman, comme dans un film, comme dans une pièce de théâtre, il faut qu'il y ait un conflit. Il faut qu'il y ait deux personnes qui soient en opposition l'une par rapport à l'autre. Et Ruth était toute seule face à la mort, face à sa malchance, etc. Mais il n'y avait pas un personnage. Jusqu'au jour où j'ai découvert l'existence de son bourreau, de son exécuteur, Albert Pierrepoint. Et là, je me suis aperçu que j'avais mes deux personnages qui allaient à la fois s'affronter et qui en même temps allaient inéluctablement l'un vers l'autre. Et ça a été le déclencheur qui a fait que je me suis dit, vous voyez combien de temps après, je peux enfin écrire cette histoire. Et je suis content de l'avoir écrite parce que, quelque part, je m'en suis délivré. Parce qu'elle m'obsédait comme ces fantômes qui viennent la nuit, dit-on, vous tirez les doigts de pied en réclamant, on ne sait pas quoi, une tombe, une prière. Et très souvent, je repensais à Ruth Ellis, en me disant, il faut que je raconte l'histoire de cette femme, que je dise aux gens qu'elle était peut-être plus défendable qu'elle n'a été défendue, et qu'elle était elle a probablement été injustement exécutée. J'en ai parlé à des avocats, à des pénalistes en France. À la même époque, elle aurait eu 7 ans de réclusion. Elle en aurait fait 4. Et voilà, parce qu'elle avait tellement de circonstances atténuantes. Mais les circonstances atténuantes n'existaient pas à l'époque dans le code pénal anglais. Alors pour revenir à l'histoire de Ruth Ellis, c'est celle de sa vie. Alors ce qui est assez étonnant, c'est que quand on découvre son destin que vous racontez dans ce livre, on a l'impression qu'il y a une logique tragique qui la poursuit tout au long de sa vie. Et pourtant, jusqu'à l'acte final qui va la condamner, elle se relève constamment. Elle a toujours cette capacité à revenir, à continuer malgré tout. Quel est son secret ? Qu'est-ce qui l'a fait tenir, selon vous ? D'abord, je suis content que vous ayez relevé ça, parce que si elle est intéressante, c'est à cause de ça. C'est une victime, mais ce n'est jamais une vaincue. Effectivement, on lui met la tête sous l'eau, elle s'ébroue, et elle ressort, elle respire à nouveau et elle repart au combat. Je crois que c'est un vrai être humain. C'est quelqu'un qui a chevillé au corps l'envie de vivre et la revendication du bonheur. Je suis une femme, j'ai le droit à être heureuse comme n'importe qui. Et donc elle gratte désespérément pour essayer de trouver son bonheur. Ça m'a fasciné. Vous savez, moi, j'étais très proche de mon père, et qui était cinéaste, qui a fait des tas de choses. Notamment, il avait été à une époque de sa vie organisateur de combats de boxe. Alors, il m'emmenait parfois voir des combats à Salvagram ou ailleurs. Et naturellement, il y avait un knock-out, et quand il y a un boxeur qui s'écroulait, et puis l'autre, I'm the winner, j'ai gagné, etc. Alors moi, je me levais, j'applaudissais à tout rompre le gagnant. Et papa, à chaque fois, me rappuyait, me disait, mais ne fais pas ça.
Mais si papa, il a gagné, il est formidable. Il dit, mais non, c'est pas lui qu'il faut applaudir. C'est lui qu'il faut applaudir, c'est celui qui est par terre. Parce que tu sais, lui, celui qui est par terre, il va se relever. Et il n'y a rien de plus beau qu'un homme qui se relève. Je vais ajouter qu'une femme. Donc voilà, c'est pour ça que Ruth Ellis me fascine aussi, c'est à cause de ça. Pourquoi elle est équipée de cette espèce de ressort? J'en sais rien, il y a des gens qui naissent avec une propension à se laisser aller, à se laisser dominer, à se laisser écrabouiller. Elle, non. Et elle a reçu des chocs qui étaient psychologiques et des chocs physiques, puisqu'elle est tombée des hommes qu'elle a connus, l'ont battue, et pas un œil au beurre noir, c'était des membres brisés. Enfin, elle a vraiment été victime, mais pas vaincue. Et puis, face à elle, dans l'autre récit que vous nous contez, on suit Albert Pierrepoint, l'exécuteur en chef du Royaume-Uni, un homme bien sous tout rapport, un bon citoyen, un époux modèle, mais qui a quand même plus de 400 exécutions à son actif. Quel est son rapport à cette activité, ce métier d'exécuteur? Comment est-ce qu'il vit toutes ces exécutions? J'ai dit à Lévy, vous savez, en France, le meilleur ouvrier de France, ils n'ont pas l'équivalent en Grande-Bretagne, mais ce serait ça. C'est-à-dire qu'il fait bien son boulot. Je pense qu'on peut caractériser Albert Pierrepoint en disant d'abord que c'est un homme immensément consciencieux. Je ne crois pas qu'il ait adoré faire le métier d'exécuteur, la fonction d'exécuteur, parce que le métier, il était 15 livres par exécution, c'est vrai, on ne vit pas vivre avec ça. Mais à partir du moment où il avait dit qu'il le faisait, il fallait qu'il le fasse bien. Et le faire bien, c'était ne pas faire souffrir, enfin le moins possible, son patient, son client, et c'était éviter... Voilà, la personne avait été jugée, elle avait été condamnée, maintenant on la lui remettait pour qu'il l'envoie dans un autre monde, il fallait qu'il le fasse vite. Et il avait mis au point, il a été le bourreau le plus rapide de l'histoire des exécutions capitales, puisqu'il lui suffisait de 7 secondes, pour entrer dans la cellule du condamné, lui lier les mains derrière le dos, l'emmener dans la chambre d'exécution, qui était contiguë, mais quand même, le positionner bien sur la trappe, sur une marque qui avait été faite à la craie avant. Ensuite, on lui attachait les chevilles, et puis il passait sur le visage du condamné, il lui enfilait une cagoule blanche. Ensuite, il positionnait le nœud coulant là. Et puis, une fois que tout était bien prêt, hop, il poussait un levier, la trappe s'ouvrait. Mais j'ai mis plus de 7 secondes pour raconter ça. Et lui, en 7 secondes, il arrivait à expédier quelqu'un de l'autre côté. Et il avait surtout trouvé un truc qui faisait que les gens ne mourraient pas étranglés. Ça, on s'imagine souvent que les pendus, ils ont les yeux qui sortent des orbites, la langue violette. Hein. Pas du tout. Lui, le système qu'il avait mis au point permettait de briser les cervicales, et donc le condamné mourait, mais sur l'instant. C'était peut-être même une des façons de donner la mort les moins cruelles, les plus rapides qui pouvaient exister. Il avait fait, je les ai vus, il avait fait des tables. La corde de telle longueur en fonction du poids du condamné, de sa configuration, de l'épaisseur de son cou tel qu'il en jugeait. C'était vraiment d'une précision arithmétique. Et il passait des heures la veille de l'exécution à refaire ses calculs, à se dire il faut que la corde est vraiment ça, à mesurer la longueur. Il faisait fabriquer des cordes spéciales qui n'avaient pas d'élasticité, parce que sinon, bon, ça ne fonctionnait pas. C'était vraiment quelqu'un d'extraordinairement minutieux et scrupuleux. Alors les destins de Ruth Ellis et Albert Pierrepoint sont irrémédiablement liés, puisque c'est lui qui va l'exécuter lorsqu'elle sera condamnée à mort. Et au moment de son exécution, enfin entre son procès et son exécution, qui a un temps très court, des vagues de protestations, des manifestations vont avoir lieu au Royaume-Uni pour annuler cette condamnation. Alors dans quelle mesure est-ce que cette exécution a joué un rôle dans l'abolition de la peine de mort au Royaume-Uni, qui a lieu 14 ans après ? Selon vous? Oui, ils ont mis le temps à l'abolir, mais quand Ruth est morte ce matin de juillet 1955, dans l'esprit de tout le monde, on savait que la peine de mort était morte en même temps qu'elle. D'abord, on a cessé d'exécuter des femmes, c'était la dernière femme exécutée, et dans l'esprit des Anglais avait cheminé cette idée qu'on allait abolir la peine de mort. Tout le monde, pas seulement en Angleterre, avait voulu qu'on épargne Ruth, parce qu'on se rendait bien compte qu'elle n'était pas vraiment, c'était pas une vraie criminelle, et qu'elle était jeune, 28 ans, et même la reine d'Angleterre, qui était une toute jeune reine, elle venait d'être couronnée, avait fait savoir qu'elle aurait bien aimé gracier
Ruth, mais pour la gracier, il fallait encore là la malchance d'être née anglaise pour cette pauvre Ruth. Il fallait passer par le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, qui était, lui, un conservateur et qui venait de remporter les élections, justement en maintenant la peine de mort. Donc il ne pouvait pas se déjuger. Enfin, s'il se déjugeait, il faisait une faute de carrière et il a préféré laisser mourir une femme. Bref, c'est pas quelqu'un pour qui j'ai une immense admiration. Mais ça a vraiment ébranlé les consciences, et pas seulement en Angleterre. Mais évidemment, les Anglais, c'était chez eux que ça s'était passé. Tu sais, ça a provoqué l'un des plus grands embouteillages que Londres ait jamais connu. Parce que les Anglais londoniens s'étaient rassemblés autour de la prison dans leur voiture, et au fur et à mesure qu'on approchait de 9 h du matin, ils klaxonnaient comme des fous. Ruth a entendu ça, elle a demandé qu'est-ce que c'est. On lui a dit, madame, c'est le peuple de Londres qui voudrait que vous ne mouriez pas ce matin. Mais bon, c'est pas parce que vous klaxonnez que vous allez arrêter la peine de mort. C'est une sale bête, la peine de mort. C'est plus difficile qu'on imagine de de la tuer, hein, si je peux dire. Mais elle a été vraiment ce qui a fait basculer l'esprit des gens. C'est ce qui manque peut-être aujourd'hui en Grande-Bretagne, aux États-Unis, où il y a un mouvement abolitionniste qui est important, mais il manque quelque chose qui soit un cas aussi symbolique, si vous voulez, aussi fort que Ruth Ellis, pour que tout à coup les Américains se disent « mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Il faut arrêter ça ». Alors Ruth Ellis, elle n'a jamais été réhabilitée par la justice anglaise. Est-ce que vous pensez qu'elle pourrait l'être un jour? Non, elle ne sera jamais réhabilitée parce que tout a été épuisé. Tous les recours ont été épuisés par sa sœur, Muriel, qui se bat, qui est loin d'être toute jeune aujourd'hui, qui se bat comme une folle. Elle ne veut pas qu'on réhabilite Ruth. Ce qu'elle voudrait, Muriel, ce que plein de gens voudraient, c'est qu'on dise que Ruth a commis un homicide involontaire. C'est difficile, parce que c'est vrai qu'elle avait un revolver à la main, elle a tiré, on se demande comment ça pourrait être involontaire. C'est-à-dire qu'on voudrait que ce ne soit pas trop voulu, trop prémédité, penser qu'elle ne pouvait pas faire autrement, voilà. Mais non, ça n'arrivera pas parce que tous les recours ont été épuisés. C'est pour ça aussi que j'avais envie d'écrire ce livre, parce qu'il y a deux façons de réhabiliter quelqu'un. C'est la façon légale, la loi, et puis vous avez le cœur des gens, les lecteurs, qui peuvent, eux, dans leur fort intérieur, dire « Madame, je vous absous pour ce que vous avez fait. Je comprends que vous l'ayez fait, c'est pas très bien de tuer quelqu'un, c'est vrai. Mais les raisons qu'elle avait de tuer l'homme qu'elle a tué sont évidentes, et elle ne le haïssait pas du tout. Elle a continué à l'aimer après l'avoir tué, parce que quand elle a été arrêtée, la première chose on lui a demandé est-ce vous voulez quelque chose, un verre d'eau, c'était ça. Elle a dit je voudrais une photo de David, David étant le nom de sa victime. Elle a gardé cette photo jusqu'à sa mort, et elle a toujours dit, et je pense que c'est vrai, qu'elle avait un amour fou pour elle. Ils sont enterrés pas loin l'un de l'autre, à 1 mille de distance, mais chacun dans sa tombe.